The Conversation France. In extenso, des chercheurs et des chercheuses qui décryptent les grands sujets. Un podcast pour mieux penser l'actualité. Dans ce troisième et dernier épisode, on va évoquer le futur de la conquête spatiale. Entre 69 et 72, 12 astronautes ont foulé le sol lunaire, tous américains. Depuis, personne n'est allé plus loin que la station internationale. Pourquoi ce désintérêt pendant les 50 dernières années ? Va-t-on assister en voyage lunaire, voire martien ? Qui sont les nouveaux acteurs de la conquête spatiale ? Le 16 juillet 1969, Apollo 11 était lancé en Floride. 50 ans plus tard, une nouvelle mission se prépare à Cap Canaveral. Avec ce nouveau programme appelé Artemis, du nom de la sœur jumelle d'Apollon, nous allons envoyer le prochain homme et la première femme sur le pôle sud de la Lune. Nous avons le plaisir de recevoir Claudie Nuret. Vous êtes astronaute au Centre national d'études spatiales, le CNES, et à l'Agence spatiale européenne, l'ESA. Claudie Nuret, bonjour. Bonjour. Est-ce que, pour démarrer, on pourrait expliquer pourquoi on a arrêté d'envoyer des personnes sur la Lune pendant 50 ans ? Il y a eu cet épisode fantastique, bouleversant pour l'humanité, Apollo, entre 69 et 72, comme vous l'avez rappelé, qui s'est inscrit dans un moment où on était dans une course à l'espace et un aspect géopolitique de démonstration de puissance par rapport à l'Union soviétique du côté des États-Unis, avec une aventure absolument extraordinaire en aussi peu de temps, d'avoir réussi effectivement d'atteindre la surface de la Lune avec la mission Apollo, et puis un investissement financier budgétaire considérable. Et puis à un moment donné, voilà, la guerre a été remportée, la course spatiale a été remportée dans cette guerre géopolitique, et voilà, l'intérêt n'était plus là pour continuer à avancer en y mettant un budget aussi considérable que celui des moments précédents. Et donc on est passé à quelque chose qui était l'orbite basse de façon régulière, permanente, la Station spatiale internationale, et on rappelle que depuis 20 ans, il y a une présence permanente à bord de la Station spatiale internationale, qu'on connaît bien aujourd'hui, qu'on sait exploiter, pour lesquels les programmes scientifiques sont très très bien rodés, et qu'on commence à envisager comme étant une infrastructure que d'autres acteurs que les agences institutionnelles pourraient utiliser, exploiter dans les années à venir, ce qu'on appelle la commercialisation de l'orbite basse pour la recherche en microgravité. Vous nous rappelez ce que c'est l'orbite basse ? L'orbite basse, c'est là où se situe la Station spatiale internationale aujourd'hui, c'est autour de 400 km en orbite. D'accord. Donc, ces compétences, cette connaissance de ce milieu-là pour les agences, il est acquis aujourd'hui. Et donc, on a maintenant cet aiguillon de se dire, reprenons l'exploration, allons découvrir au-delà des frontières les terres nouvelles, Terra Nova, comme le dit l'Agence spatiale européenne. Et c'est la Lune, c'est Mars. Voilà, les deux objectifs. Avec la Lune, pour s'y installer, apprendre à y vivre, à y travailler, non plus rester seulement 72 heures, comme la dernière mission Apollo en 1972. C'est ça l'objectif des États-Unis, c'est de s'installer vraiment sur du long terme sur la Lune ? C'est un des objectifs, s'installer pour apprendre à vivre et travailler dans des infrastructures permanentes à la surface de la Lune, pour y utiliser ce qu'on appelle les ressources in situ, parce que bien évidemment, à 380 000 km, vous n'allez pas avoir un lanceur et un atterrisseur toutes les semaines pour vous apporter ce qui est nécessaire au support vie, au travail, à l'énergie à fournir. Donc c'est un apprentissage de cette vie plus permanente et de ce travail qui va nous servir bien évidemment à ensuite envisager les missions martiennes dont l'objectif est un objectif qui reste encore ce dépassement de la frontière, et puis rechercher potentiellement des traces de vie si on a compris pourquoi la planète Mars, qui était si proche de la Terre, est devenue si différente aujourd'hui. Et justement, là, on entendait dans le reportage de France 24 là, qu'on vient d'entendre parler des États-Unis, mais comment se positionne l'Europe et plus particulièrement la France dans ces nouveaux projets qui font rêver ? L'étape à venir avec le retour autour de la Lune puis sur la Lune, c'est pour très bientôt. Le programme Artemis des États-Unis, c'est 2024, un premier alunissage de nouveau à la surface. Avant cette phase d'alunissage,
Il y a un projet qui est en cours de réalisation, qui est une infrastructure autour de la Lune, ce qu'on appelle le Gateway, ce fameux portail qui va nous permettre justement, à un moment donné, d'aller vers l'espace plus lointain. Et ce Gateway, bien évidemment, ça se construit de la même façon, je dirais, que la Station spatiale internationale, en coopération internationale. Justement, pour donner une image, ce sera une sorte de station internationale qui orbitera autour de la Lune ? C'est plus petit que la Station spatiale internationale comme infrastructure. Elle tourne autour de la Lune, pas dans une orbite circulaire. Elle permettra l'accès en sera possible grâce à un vaisseau, on parlait de l'Europe, qui s'appelle le vaisseau Orion, dont le module de propulsion et de pilotage est un module européen. Donc c'est grâce à ces talents et cette technique européenne que la mission sera possible. Et puis à partir de cette infrastructure, la possibilité effectivement de descendre à l'UNIR. Donc l'Europe est présente dans cette infrastructure autour de la Lune, dans sa conception. Et la France, bien évidemment, y est très partie prenante, à la fois pour cette infrastructure autour de la Lune, ce qu'on appelle le CIS lunaire, orbite autour de la Lune, et puis pour prévoir cette vie en surface de la Lune. Pour ça, on a besoin d'avoir des pensées nouvelles, innovantes, parce que ce sont des conditions quand même très, très hostiles. Il va falloir être très créatif et innovant pour trouver des solutions. Extraire de l'oxygène, des glaces d'eau du pôle Sud, comme on l'entendait précédemment, construire des habitats, stocker l'énergie, et puis assurer la bonne santé, la bonne alimentation de l'équipage qui va rester là-haut. Et la France, je vais citer quelques éléments qui lui permettent vraiment d'interagir sur ces programmes. D'abord, cette expertise opérationnelle avec le CANMOS, qui est le centre de gestion de toutes ces expériences pour l'orbite basse et qui le sera pour la Lune. Le MEDES, la clinique spatiale, qui est celle qui a toute cette expertise là aussi pour la bonne santé de l'astronaute. Et puis, ces écosystèmes d'innovation avec start-up. Et le CNES a très récemment lancé une plateforme et un lieu qui va permettre, ça s'appelle Tech the Moon, c'est-à-dire la technologie pour cette surface de la Lune. Et ça, c'est vraiment intéressant de se dire qu'il va y avoir des pensées nouvelles, des start-up qui ne sont pas ce qu'on appelle les usual suspects, les entreprises habituelles de notre milieu spatial, qui vont intervenir en France et puis en Europe dans une problématique spatiale, bien sûr. Il va falloir de la propulsion, il va falloir des choses que le spatial connaît bien, puis aussi des choses que le spatial connaît moins bien. L'énergie, la mobilité, l'architecture, les communications. Donc, vous voyez que cette phase d'expansion vers la Lune, elle va permettre d'attirer des talents, des compétences, des innovations qui viennent de tas de domaines différents. Et la France a vraiment pris avec ambition cette envie d'y contribuer. Et puis l'Agence spatiale européenne avec son programme Terra Nova, voilà. Moi, j'attends beaucoup de ces ambitions européennes. Donc, si quelqu'un qui nous écoute a une excellente idée de start-up, il peut candidater au CNES pour être hébergé, justement. C'est une sorte d'incubateur, finalement. Voilà, il candidate à l'appel à opportunité de Tech the Moon. Il pourra être pris en charge dans le Spaceship France, qui est une extension du Spaceship de l'Agence spatiale européenne, qui sont ces lieux d'innovation, d'incubation pour des projets nouveaux, des pensées nouvelles. Parce que voilà, la Lune, dépasser les frontières, dépasser ce qu'on sait déjà, c'est aussi une façon d'innover, de penser autrement. Vous écoutez In Extenso, le podcast qui donne la parole à la recherche. Imaginez monter à bord d'une fusée, destination Mars. Des vols réguliers qui permettraient à terme de coloniser la planète rouge, et ce dès 2022. C'est la dernière idée folle de l'inventeur milliardaire Elon Musk, qui rêve de conquête spatiale pour tous. Et oui, après la Lune, c'est Mars qui fait rêver, et on a un nom qui revient à chaque reportage, comme dans celui de France 2, c'est Elon Musk. Alors, qu'est-ce qu'il a envie de faire sur Mars ? Et Elon Musk est vraiment un esprit, un talent et une équipe avec SpaceX qui a, je dirais,
interpellé le milieu spatial habituel dans sa façon de travailler. Il a plein de projets, dont un projet martien, mais les projets d'orbite basse, de tourisme, on y reviendra, de desserte de la Lune. Et puis, bien évidemment, cette mission martienne, pour l'instant, une mission aller sans retour. On n'a pas entendu beaucoup parler du retour. Donc moi, c'est un questionnement qui, sur le plan éthique et institutionnel, m'interpelle, bien évidemment. Et avec quand même beaucoup de problèmes techniques et physiologiques à résoudre quand on parle de missions martiennes, qui sont quand même à des très grandes distances. On parle de 100 millions de kilomètres, voire plus. On n'est plus dans les 380 000 de la Lune, des durées de 6 mois de mission, des délais de communication, voilà, toute une technologie qui n'est pas encore tout à fait mature pour du vol habité. Elle l'est pour des sondes automatiques, et ça, on a vu de magnifiques. Et d'ailleurs, ça permet d'évoquer aussi le fait que cette expansion de la conquête spatiale, elle se fait au-delà des États-Unis et de l'Europe et de la Russie, qu'on a évoqué précédemment, mais que les partenaires chinois en particulier sont aujourd'hui avec une station spatiale en orbite basse, ont des sondes lunaires, des sondes martiennes et se préparent aussi intensément. Donc on n'est pas dans le même type de course à la Lune qu'on pouvait l'être à l'époque Apollo, mais il y a quand même aujourd'hui une compétition assez féroce entre différents partenaires. Ce que j'aimerais évoquer sur les missions martiennes, et je ne suis pas sûre que ça fasse complètement partie de l'esprit d'Elon Musk, mais je n'ai pas eu l'occasion d'en parler avec lui, c'est cette notion d'une coopération internationale, parce que pour moi, c'est un objectif de l'humanité que d'aller plus loin, toujours découvrir. Ce n'est pas simplement une performance technologique, c'est sûrement pas en tout cas une fuite par rapport à notre planète Terre qui serait désespérément au-delà de toute possibilité de survie. Et que, au contraire, l'espace doit nous aider à mieux contrôler et préserver notre planète Terre. Donc voilà, je suis tout à fait heureuse de voir un petit peu l'aiguillon que cela peut représenter au niveau de l'innovation, de l'agilité, des nouveaux modèles qui sont proposés, mais en ayant ce regard à distance par rapport au sens profond, à la régulation de tout ce qui est la préservation, pas seulement de notre planète, mais de la planète et de sa banlieue. Vous l'avez dit quand même, Elon Musk, il a mis un sacré coup de pied dans la fourmilière du spatial. Maintenant, c'est finalement Thomas Pesquet, là, il est parti avec une de ses navettes. Qu'est-ce qu'il a changé? Et pour vous, en tant qu'astronaute, qu'est-ce que ça vous évoque, cette privatisation des lancements, par exemple? En ce qui concerne le départ à bord de la capsule de SpaceX, la capsule Crew Dragon qu'a emprunté Thomas, c'est pas strictement une privatisation. C'est une demande de la NASA, l'agence américaine, qui a souhaité déléguer les services d'accès à la station spatiale, alors qu'auparavant, c'était elle-même avec ses ingénieurs qui développaient l'ensemble des programmes. Là, elle a délégué cette fourniture de services et d'équipements à des entreprises privées. Et effectivement, Elon Musk, avec beaucoup de réussite, de talent, des belles équipes, beaucoup de financement public aussi, bien évidemment, a rempli toutes les étapes et est aujourd'hui celui qui, parmi d'autres, amène du fret à la station. Je dis parmi d'autres parce qu'on a eu quand même la TV en Europe qui en a amené. Et il y a aussi un cargo japonais, un cargo américain d'autres origines. Mais en ce qui concerne le vol habité, oui, bien sûr. Aujourd'hui, les États-Unis, avec la capsule Crew Dragon, ont cette capacité d'avoir un accès autonome, alors que j'ai eu la chance de voyager sur les capsules Soyuz. Mais aujourd'hui, cette capsule de SpaceX dessert la station spatiale. Par ailleurs, il n'y a pas encore de capsule européenne pour le faire. C'est éventuellement un projet dans les années à venir. Richard Branson a annoncé s'envoler le 11 juillet à bord de Spaceship Two, son vaisseau Virgin Galactic, 9 jours seulement avant l'américain Jeff Bezos, qui fera lui partie de l'équipage du premier vol habité de sa fusée New Shepard, développée par sa société Blue Origin. Tous deux veulent faire de l'espace une destination touristique, en proposant des vols suborbitaux courts. Pour atteindre quelques minutes d'apesanteur, ils misent chacun sur une technologie différente. Un lanceur classique pour Jeff Bezos, un vaisseau
accroché à un avion porteur pour Richard Branson. Oui, on a assisté à une sacrée bataille d'ego entre les milliardaires Jeff Bezos et Richard Branson pour finalement ses premiers vols touristiques. Quel regard vous portez en tant qu'astronaute sur ce tourisme spatial ? Je constate que ça existe et qu'aujourd'hui ça se fait. On en a parlé pendant des années et des années sans voir aboutir. On vient de voir cet été ces 2 vols dans le domaine du vol suborbital, c'est-à-dire n'atteignant pas la vitesse de civilisation qui permet d'être en orbite autour de la Terre. Mais on voit arriver très très vite et se développer aussi du tourisme orbital, c'est-à-dire en orbite cette fois-ci, du tourisme qui peut éventuellement rejoindre la station spatiale internationale, c'est-à-dire pas simplement en orbite, mais s'amarrer à la station, dans la station telle qu'elle est, ou éventuellement sur des modules complémentaires qui seraient là d'origine privée, pour être un petit peu des lieux d'hébergement, d'accueil, des hôtels de l'espace. Elon Musk a même vendu un vol cislunaire aujourd'hui. Bon, c'est pas encore montré dans la faisabilité, mais voilà. Cislunaire, c'est-à-dire ? C'est-à-dire en orbite autour de la Lune, et non plus l'orbite basse. C'est un designer japonais, je crois, qui a acheté cette mission. Elle est prévue avant la fin de cette décennie. Et voilà, on va suivre ces développements. Les hôtels sur la Lune, on n'y est pas encore aujourd'hui. Donc ça existe. C'est effectivement quelque chose qui coûte très cher et qui est réservé à une ultra niche de gens fortunés, je dirais, qui en auraient la possibilité. Mais c'est aussi une façon de faire progresser la technique, d'attirer l'attention, d'avoir un regard, de se poser des questions fondamentales, là aussi, sur le sens, sur l'impact environnemental de telles missions, sur l'éthique de ces non pas astronautes, mais participants à des vols spatiaux. Comment sont-ils sélectionnés, préparés? Quel est le degré de sécurité de ce qu'on leur propose? Donc, je le regarde avec cette distance par rapport à l'ensemble des valeurs avec lesquelles j'ai appris à travailler dans l'espace, dans les agences institutionnelles, sans fermeture complète, mais en sachant qu'il y a quand même beaucoup de difficultés qui sont aujourd'hui il faut les prendre en charge. Il y a des questions à se poser. Justement, ouais, quand vous évoquiez dans le premier épisode tout l'entraînement que vous avez subi, les tests, etc., vous pensez que du coup ces milliardaires, etc., pourraient se soumettre à un tel entraînement pour être vraiment prêts à vivre dans l'espace comme vous avez pu le faire ? L'apparition de ces vols avec des participants à des vols spatiaux, elle est liée aussi au fait qu'il y a des automatismes aujourd'hui qui font que ce ne sont pas des équipages qui sont partie prenante des opérations, des contrôles. Tout est automatique et géré depuis le sol ou en automatique assisté à bord. Donc, il n'y a pas cette formation aux opérations d'un système complexe comme celle de l'astronaute professionnel. Il y a peut-être un petit peu d'intérêt scientifique, mais on ne peut pas vraiment parler d'expérience scientifique quand il s'agit de quelques minutes en microgravité. Ça peut être des tests, des idées, mais ce n'est pas un protocole scientifique vérifiable et reproductible. Donc, ce n'est pas du tout la même catégorie que celle que j'ai eu la chance de vivre comme carrière professionnelle d'astronaute. Et voilà, bien évidemment, il y a des contraintes physiologiques. La mise en orbite, c'est toujours prendre de l'énergie pour acquérir la vitesse. Donc, c'est des facteurs de charge. Donc, bien évidemment, tout le monde n'ira pas dans l'espace selon son âge et sa condition physique. Faut-il encore avoir aujourd'hui ces tables, ces critères? Et je pense qu'on est sur un chemin en train de le faire, mais qu'on n'a pas encore validé toutes les étapes. Vous aimeriez y retourner, vous ? Alors, j'aimerais y retourner. J'avoue que je préférerais y retourner dans un vol d'agence pour y faire une recherche. J'aimerais bien évidemment pouvoir aller sur la Lune, puisque c'était mon rêve d'enfant et que je suis de cette génération Apollo. Mais j'ai surtout beaucoup de plaisir à continuer à contribuer intellectuellement et sur le plan des opérations et sur le plan de la promotion, d'en parler, d'expliquer, de transmettre, hein, que ce soit aux politiques, que ce soit à la jeune génération et que ce soit à chaque citoyen qui se pose des questions, étant donné effectivement l'ensemble des enjeux auxquels notre génération a à faire face, des enjeux sur la Terre et puis des enjeux de continuer à avoir des visions d'exploration, de pouvoir avancer, parce qu'on trouvera aussi des solutions en regardant là où on ne connaît pas
Vous nous le disiez, quand vous regardiez cette petite planète finalement depuis votre hublot, vous vous rendez compte de la beauté, mais aussi de la fragilité de la Terre. On le voit de plus en plus, hein, le défi écologique qu'on a. Est-ce que justement tout ce tourisme, cette conquête spatiale, ça va pas un peu en l'encontre de ce qu'il faut faire écologiquement pour sauvegarder notre planète? Dans ma réponse, je vais séparer deux choses. Ce qui est la conquête spatiale, les sciences, cette recherche, la technologie innovante pour maîtriser des enjeux de ressources finies, l'économie circulaire dont on aura besoin pour des missions lunaires. Tout ça sont des problématiques où on peut avancer, je dirais, un regard sur la Terre, un regard plus distant, pour résoudre des situations par la technologie ou pour des pensées nouvelles. En ce qui concerne le tourisme spatial, d'une part, ça restera une ultra niche. Donc voilà, on n'est pas dans une catégorie où on va avoir des milliers ça ne sera pas un tourisme de masse. Par ailleurs, je crois qu'il faut être vigilant effectivement à l'impact que ça peut représenter sur le plan environnemental, mais le laisser dans la catégorie effectivement ultra niche dans laquelle il se situe aujourd'hui. Eh bien, on va rester sur cette vision. Claudia Nuret, merci beaucoup. Merci à vous, c'est un plaisir. Merci. In Extenso est un podcast de The Conversation. Chaque vendredi, la rédaction donne la parole à la recherche pour mieux comprendre l'actualité. Retrouvez l'ensemble des épisodes d'In Extenso et nos autres séries directement sur theconversation.com dans la rubrique podcast.